Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'évaluation clinique du système cardiovasculaire et lymphatique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment observer, palper et ausculter de manière précise et structurée ce système dans le but de repérer les signes d'un fonctionnement cardiaque normal ou pathologique. Que vous soyez étudiant, étudiante en soins infirmiers, professionnel expérimenté ou même quelqu'un de tout simplement curieux, cette vidéo vous donnera des repères concrets pour évaluer le système cardiovasculaire avec rigueur et confiance. Alors c'est parti! L'évaluation clinique de la fonction cardiovasculaire est primordiale, puisqu'il s'agit de confirmer ou d'infirmer que le débit sanguin répond aux besoins de l'ensemble de l'organisme, quelle que soit la situation clinique. Cette évaluation clinique peut être séparée en deux dimensions, une dimension structurelle ou une dimension fonctionnelle. La dimension structurelle regroupe les phénomènes électriques, mécaniques et hémodynamiques qui participent à la production d'un cycle cardiaque, soit la systole et la diastole. Ce cycle cardiaque va produire à son tour un débit cardiaque. En contrepartie, la dimension fonctionnelle concerne les phénomènes relatifs à la distribution de ce débit cardiaque à l'ensemble des systèmes de l'organisme. Pourquoi cette distinction ? Permettez-moi de le schématiser de la manière suivante. Imaginons que le cœur présente une problématique sur sa dimension structurelle. On sait que la dimension structurelle a comme rôle de produire le cycle cardiaque. Donc, si le cœur n'est plus en mesure de produire ce cycle de manière efficace, on sait que automatiquement le débit cardiaque va être atteinte. Donc, en d'autres termes, une atteinte de la dimension structurelle aura toujours un impact sur la dimension fonctionnelle. Par contre, si le cœur présente une problématique d'origine fonctionnelle, cela va bien entendu impacter la distribution du sang dans l'organisme. Cependant, cela ne signifie pas que la structure cardiaque est forcément atteinte. Il est tout à fait possible de disposer d'un cœur sain, structurellement parlant, mais d'avoir néanmoins une diminution du débit cardiaque. Ça peut paraître peut-être anodin ou inimportant d'être capable de faire cette distinction, mais reconnaître quelle dimension est affectée chez le patient peut orienter la prise en soins et affecter les choix thérapeutiques, les investigations futures, car il permet de préciser d'autant plus la cause potentielle du problème. Maintenant, la question se pose. Quel phénomène illustre quelle dimension ? Donc je vais vous mettre ici à l'écran divers phénomènes non exhaustifs en leur classant en fonction de leurs dimensions respectives pour vous aider à les illustrer et faciliter la distinction des deux. Donc à gauche, vous allez voir la dimension structurelle avec ses phénomènes relatifs et à droite, la même chose mais concernant la dimension fonctionnelle. Dans un premier temps, il est tout à fait possible que plusieurs de ces phénomènes sont peut-être difficiles à comprendre ou vous sont tout à fait inconnus. Si tel est le cas, je vous rassure, cela a été le cas pour de nombreuses années, pour moi aussi. Mais nous allons les passer point par point et élaborer chacun de ces phénomènes et à la fin de cette vidéo, j'espère qu'ils vous seront tous nettement plus compréhensifs. Mais avant de se lancer dans l'apprentissage de l'évaluation clinique du système cardiovasculaire, il est essentiel d'avoir des connaissances d'anatomie et de physiologie de ce système. Alors en quelques mots, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qui la constitue et comment elle fonctionne afin qu'on puisse partir sur de bonnes bases. Tout d'abord, qu'est-ce le système cardiovasculaire ? Eh bien, en une seule phrase, on pourrait dire que c'est le moteur de notre corps. Il est composé du cœur, des vaisseaux sanguins et du sang. Le cœur agit comme une pompe qui propulse le sang dans deux grandes boucles. Nous avons la circulation pulmonaire, aussi connue sous le nom de petite circulation. Ici, le cœur droit envoie du sang pauvre en oxygène vers les poumons où il se recharge en oxygène. Puis nous avons la circulation systémique ou la grande circulation. Ici, le sang riche en oxygène revient au cœur depuis les poumons et le cœur gauche se charge de l'envoyer dans tout notre corps afin de nourrir l'ensemble de notre organisme, nos organes, nos tissus et chacune de nos cellules. Pour accomplir ce travail, le cœur possède 4 cavités. Nous avons les 2 oreillettes sur la partie supérieure du cœur qui reçoivent le sang et les 2 ventricules sur la partie inférieure qui l'éjectent avec force. Le ventricule droit envoie le sang pauvre en oxygène vers les poumons,
tandis que le ventricule gauche, plus puissant, propulse le sang oxygéné dans tout le corps. Entre chaque cavité, nous avons aussi des valves qui agissent comme des clapets pour éviter tout reflux. Nous avons donc 4 valves, la valve aortique située entre l'aorte et le ventricule gauche, la valve mitrale située entre le ventricule gauche et l'oreillette gauche, la valve pulmonaire située entre les artères pulmonaires et le ventricule droit, et finalement la valve tricuspide située entre le ventricule droit et l'oreillette droite. Pour finir, nous avons aussi de gros vaisseaux sanguins, dont l'aorte, les veines caves supérieures et inférieures ou encore les artères pulmonaires qui servent de grands axes pour diriger le sang dans tout ce circuit. En résumé, c'est un système fermé qui tourne en continu comme un immense réseau de routes alimenté par une pompe centrale, le cœur. Maintenant, avec cette base anatomique et physiologique en tête, penchons-nous sur un autre mécanisme de notre corps, essentiel à comprendre elle aussi, celle de la compensation homéostatique. En effet, les besoins de l'organisme sont en constante fluctuation. Le corps a donc la nécessité d'être flexible et d'adapter son fonctionnement au contexte afin d'assurer les besoins de l'organisme. C'est le concept même de l'homéostasie. Pour s'y faire, plusieurs systèmes existent à l'intérieur de notre corps qui permettent de s'assurer que cette homéostasie se maintienne. Ici, dans le système cardiovasculaire, il existe 3 systèmes distincts qui sont régulièrement sollicités dans le but de maintenir cet équilibre. Nous avons le système sympatho-adrénergique, le système rénine-angiotensine-aldostérone et le système du réflexe barorécepteur. Prenons chaque système une après l'autre et faisons-en une brève explication. Tout d'abord, commençons par le système sympatho-adrénergique. Ce système fait partie du système nerveux autonome qui s'active en situation de stress ou d'effort, ce qu'on appelle typiquement la réaction fight or flight. Quand il s'active, il libère des neurotransmetteurs, l'adrénaline et la noradrénaline. Ces substances vont se fixer sur des récepteurs situés dans le cœur qui vont provoquer les effets suivants. Une fréquence cardiaque augmentée, que l'on appelle aussi chronotropisme positif, une force de contraction accentuée ou inotropisme positif, et aussi une conduction électrique accélérée ou dromotropisme positif. Tous ces effets vont permettre au cœur de pomper plus de sang plus rapidement afin d'apporter plus d'oxygène et d'énergie aux muscles et aux organes. En d'autres termes, le système sympatho-adrénergique agit comme un accélérateur du cœur. En opposition au système sympatho-adrénergique, nous avons aussi le système parasympathique qui, lui, agit comme un frein. Il fonctionne surtout grâce au nerf vague qui libère de l'acétylcholine, un autre neurotransmetteur. Cette substance se fixe sur des récepteurs spécifiques du cœur et provoque les effets suivants. Une diminution de la fréquence cardiaque, donc un effet chronotrope négatif, et un ralentissement de la conduction électrique ou dromotrope négatif. Ce système va surtout influencer les oreillettes et le nœud sinusal, le centre naturel du rythme cardiaque. En résumé, le système sympathique est l'accélérateur du cœur et le système parasympathique est le frein. L'équilibre entre ces deux garantit une adaptation fine du rythme cardiaque aux besoins du corps, que l'on soit au repos ou en activité. Comme deuxième système, nous avons le système rénine-angiotensine-aldostérone. Ce système, aussi connu sous le nom de SRAA, est un système permettant de réguler la pression artérielle ainsi que l'équilibre hydrique du corps. En effet, quand nos reins détectent une baisse de pression artérielle ou du volume sanguin, cela va conduire à la libération d'une enzyme, la rénine. Cette enzyme déclenche une cascade d'effets qui finalement va aboutir à la production de l'angiotensine 2, une hormone très puissante qui provoque une vasoconstriction importante dans le corps, permettant ainsi d'augmenter la pression artérielle. En parallèle, l'angiotensine 2 va stimuler la sécrétion d'aldostérone, une hormone produite par nos glandes surrénales, qui, elle, va permettre de retenir l'eau et le sel dans notre circulation sanguine qui, par l'effet
osmotique du sel ainsi que l'eau additionnelle va augmenter le volume sanguin qui, à son tour, augmentera la pression artérielle. En relation avec le cœur, cela veut dire que ce système aide à maintenir une perfusion adéquate en augmentant la pression artérielle et le volume sanguin lorsque cela s'avère nécessaire. Finalement, le troisième système, c'est celui du réflexe barorécepteur. Le réflexe barorécepteur est un système de régulation rapide de la pression artérielle. Dans les parois de la crosse de l'aorte et des carotides, on trouve des capteurs de pression appelés barorécepteurs. Quand la pression artérielle monte, ces capteurs vont envoyer un signal au cerveau qui, en réponse, va activer le système parasympathique. Donc, le cœur va ralentir et les vaisseaux vont se dilater, permettant ainsi une diminution de la pression artérielle. A l'inverse, quand la pression baisse, le signal active le système sympathique. Ici, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le cœur accélère, les contractions deviennent plus fortes et les vaisseaux se resserrent, permettant donc une augmentation de la pression artérielle. C'est donc un véritable réflexe d'équilibrage en temps réel qui permet de maintenir une pression stable malgré les changements de posture ou d'activité. Voilà, maintenant que nous avons posé ces bases théoriques, passons au concret. Comment on pratique évaluer cliniquement le système cardiovasculaire? Pour cela, nous allons séparer l'examen physique en deux parties, l'examen physique du cœur et des vaisseaux du cou et l'examen physique de la circulation des membres. Au sein de chacune de ces parties, nous allons aborder les thèmes suivants: l'inspection, la palpation et l'auscultation, en associant à chacun de ces thèmes les tests et mesures cliniques relatifs. Alors, sans plus attendre, commençons avec l'examen physique du cœur et des vaisseaux du cou. Comme pour chaque examen clinique, nous débutons d'abord avec nos yeux. C'est l'inspection. Lors de l'inspection, plusieurs éléments de l'examen physique ici vont être évalués. Nous allons évaluer l'état général, le visage, le cou, le thorax, les ongles, l'abdomen et les membres inférieurs. On observe aussi la pression veineuse jugulaire et parfois, en allant plus loin, le nadir de la jugulaire, le signe de Kussmaul ou encore le test du reflux hépato-jugulaire. Pour interpréter ces observations, il est essentiel d'avoir en tête des repères anatomiques. Tout d'abord, la veine cave supérieure et l'aorte se trouvent au-dessus du deuxième espace intercostal, droite et gauche. Les veines jugulaires internes et externes, ainsi que l'artère carotide commune, sont localisées de chaque côté de la trachée. La base du cœur, formée par les oreillettes, correspond au niveau du deuxième espace intercostal et des bords droite et gauche du sternum, aussi appelé l'ongle de Lewis. Enfin, l'apex du ventricule gauche se situe au cinquième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire gauche. Avec ces repères en tête, regardons maintenant l'état général du patient. Est-ce qu'il respire et se déplace sans essoufflement marqué? Est-ce qu'il est bien orienté dans le temps, l'espace et la personne? Répond-il correctement aux questions comme dans ses habitudes? Son poids est-il proportionnel à sa taille? Ces éléments donnent déjà de précieux indices. Par exemple, un essoufflement lors de déplacements pourrait nous indiquer une baisse de la capacité fonctionnelle du cœur. Une désorientation pourrait suggérer un flux sanguin cérébral diminué, donc un débit cardiaque insuffisant. Les alertes cliniques à ne pas manquer, c'est surtout une douleur rétrosternale à l'effort qui pourrait nous révéler une ischémie myocardique. Donc cela pourrait justifier un électrocardiogramme, une évaluation avec le PQRSTU et un contrôle des paramètres vitaux et bien sûr un avis médical. Une autre alerte clinique à ne pas manquer, c'est une douleur d'un membre inférieur durant la marche, accompagnée de pâleur qui pourrait nous indiquer une insuffisance artérielle périphérique et nécessiter des investigations complémentaires. Voilà pour l'état général et les premières observations. Passons ensuite à l'inspection du visage et du cou. Quand on inspecte le visage et le cou, on cherche plusieurs indices précieux. Si la peau elle est bien rosée,
et qu'il n'y a pas d'œdème, cela nous indique que l'oxygénation est correcte et qu'il n'y a pas de stase circulatoire. Les veines jugulaires, elles peuvent être légèrement visibles sans être distendues. Quant aux pulsations carotidiennes, elles sont parfois observables derrière les muscles sternocleidomastoïdiens. Attention, la pâleur, la cyanose, un teint grisâtre, un visage marqué ou encore un œdème peuvent indiquer une hypoxémie ou une stase circulatoire. Aussi, la présence de petites plaques jaunâtres sur les paupières, appelées xanthelasma, peut faire suspecter une dyslipidémie. De même, un cercle blanc grisâtre autour de l'iris, avant 50 ans surtout, on appelle arc cornéen, pourrait être un signe aussi de dyslipidémie. Par contre, chez les personnes âgées, c'est un phénomène normal. On parle alors d'arc sénile ou gérontoxon. Une turgescence importante des jugulaires pourrait nous révéler une surcharge circulatoire, alors que des jugulaires plates nous feraient plutôt penser à une déshydratation ou une hypovolémie. Passons maintenant à l'inspection du thorax. Ici, la personne doit être installée en position Feuler entre 45 et 60 degrés. On recherche la présence de mouvements précordiaux. Parfois, on peut percevoir un léger mouvement apexien dans un espace intercostal, surtout chez les enfants ou les sujets très maigres. Attention, si le choc est marqué ou s'il s'étend sur plusieurs espaces intercostaux ou s'il se décale en dehors de la ligne médioclaviculaire gauche, cela pourrait nous indiquer une augmentation du volume ou un déplacement du cœur. Dans ce cas, une palpation minutieuse s'impose. Aussi, la présence de cicatrices sur le thorax pourrait nous signaler des antécédents chirurgicaux ou traumatiques. En ce qui concerne les ongles, une coloration rosée et un angle inguéal d'environ 160 degrés sont considérés comme normaux. Attention, une cyanose ou un hypocratisme digital pourrait suggérer un manque chronique d'oxygénation ou une cardiopathie. Au niveau de l'abdomen, normalement, l'abdomen devrait être non distendu. Par contre, un abdomen avec un œdème pourrait nous faire penser à une ascite, souvent liée à une décompensation cardiaque droite. Par rapport aux membres inférieurs, la peau et les ongles devraient être rosés et il ne devrait normalement pas avoir d'œdème. Cependant, une présence d'œdème peut être le signe d'une insuffisance cardiaque droite ou d'une insuffisance veineuse. Une coloration brunâtre autour de la cheville est également typique d'une insuffisance veineuse. Comme alerte clinique, toute modification asymétrique de la coloration des membres inférieurs doit être prise très au sérieux. Une rougeur localisée d'un seul côté pourrait en effet révéler une thrombophlébite superficielle, ou bien une pâleur blanchâtre unilatérale pourrait nous indiquer une insuffisance artérielle. Poursuivons notre inspection en nous intéressant à la veine jugulaire interne droite. Pourquoi celle-ci en particulier? Eh bien, elle a une particularité très précieuse pour notre évaluation cardiovasculaire. En effet, elle reflète directement la pression du sang à l'intérieur de l'oreillette droite. En d'autres termes, elle a la capacité de nous indiquer de manière indirecte sur le volume de remplissage du cœur droit. C'est pour cette raison que la veine jugulaire interne droite est souvent décrite comme étant un véritable manomètre naturel. Contrairement à la jugulaire externe, la jugulaire interne n'est pas directement visible puisqu'elle se trouve sous le muscle sternocleidomastoïdien. Pour l'observer, on doit placer la personne en position semi-assise à environ 45 degrés. Ici, on observe et on prend note des oscillations de la pulsation veineuse visibles entre l'insertion du muscle sternocleidomastoïdien et la clavicule ou directement sous le muscle. Il est essentiel de bien pouvoir distinguer la pulsation veineuse jugulaire de la pulsation carotidienne. En effet, la pulsation veineuse jugulaire présente des oscillations complexes avec 2 sommets et 2 descentes par cycle cardiaque, tandis que la pulsation carotidienne, elle, montre une seule onde vigoureuse par cycle. Pour vous aider à retenir cette différence, voici un petit tableau comparatif clair. À gauche, vous avez la pulsation veineuse jugulaire qui est décrite comme ayant donc 2 sommets et 2 descentes par cycle cardiaque.
On observe aussi que son niveau est variable, donc son niveau peut diminuer quand on redresse la personne, elle peut augmenter en cas de compression abdominale ou bien elle peut diminuer lors d'une inspiration. À droite, concernant la pulsation carotidienne, elle comporte les éléments suivants. On a une seule onde par cycle cardiaque et elle n'est ni influencée ni par la position, ni par la compression abdominale, ni par l'inspiration. Donc elle est stable, elle ne change pas. Cela veut dire que lors de votre observation, si vous remarquez une variabilité de la pulsation lors de diverses manœuvres, vous pouvez être confiant que vous êtes face à une pulsation veineuse jugulaire. Maintenant que nous avons repéré la pulsation veineuse jugulaire de la veine jugulaire interne droite, nous pouvons nous pencher sur la procédure suivante. La mesure de la pression veineuse jugulaire, aussi connue sous l'abréviation PVJ. Pour mesurer la pression veineuse jugulaire, donc PVJ, on installe la personne en position semi-assise, environ 45 degrés. La tête du patient doit être légèrement tournée vers la gauche, mais sans pour autant contracter le muscle sternocléidomastoïdien. Sinon, cela pourrait masquer la pulsation. Ensuite, on repère l'angle manubriosternal, qu'on appelle aussi l'angle de Lewis, situé au niveau du deuxième espace intercostal. Ici, c'est notre point 0. À partir de là, on observe les oscillations de la jugulaire interne droite et on mesure avec une règle graduée la distance entre l'angle de Lewis et le point le plus haut de cette pulsation en fin d'expiration. Une valeur considérée comme normale se situe égale ou plus petit que 4,5 cm. Si on ne parvient pas à la mesurer, ce n'est pas forcément pathologique. En effet, la PVJ pourrait simplement être trop basse pour être objectivée. En revanche, si la veine jugulaire externe est très distendue, il devient essentiel de mesurer la jugulaire interne car c'est elle qui reflète fidèlement la pression au sein de l'oreillette droite. Chez les personnes obèses, cette mesure peut être plus difficile à effectuer, voire même impossible. Attention, si la PVJ n'a pas pu être mesurée et que les jugulaires externes paraissent plates, il faut rechercher d'autres signes d'hypopholémie ou de déshydratation, c'est-à-dire une tachycardie, une hypotension orthostatique, un pli cutané, une oligurie, une soif intense, voire même des yeux creux. Une PVJ supérieure à 4,5 cm pourrait être un indicateur d'une pathologie telle qu'une insuffisance cardiaque droite aiguë ou chronique, une tamponnade, une péricardite constrictive, une embolie pulmonaire grave ou encore une hypovolémie sévère qui entraîne une défaillance cardiaque. La mesure de la PVJ permet aussi d'estimer une autre valeur qu'on appelle la tension veineuse centrale ou TVC. Pour la calculer, il suffit d'ajouter 5 cm, ce qui représente la distance moyenne entre l'angle de Lewis et l'oreillette droite, au résultat obtenu, dont de la PVJ. Donc, une valeur normale de la TVC devrait se situer entre 4 et 10 cm. Pour aller encore plus loin, il existe 3 tests supplémentaires que l'on pourrait effectuer, mais sachez que ces tests font partie de la pratique avancée infirmière, donc bien entendu, elles requièrent encore plus de rigueur et d'habileté pour les exécuter correctement. Le premier test de la pratique avancée concerne ce que l'on appelle le nadir de la jugulaire. Cet examen est surtout utile lorsque la valve tricuspide, la valve située entre l'oreillette droite et le ventricule droit, est sévèrement atteinte, par exemple en cas de régurgitation. Dans ce contexte, l'onde V devient très marquée et fausse la mesure de la pression veineuse jugulaire. Là, vous êtes peut-être en train de me dire « Wow, time out ! C'est quoi ce truc, l'onde V ?» Et si tel est le cas, je comprends à 100% car j'étais exactement sur ce même bateau. Alors faisons un petit retour en arrière pour bien comprendre. L'onde V fait partie d'un tracé que l'on appelle la courbe de pression veineuse jugulaire. Cette courbe reflète directement les variations de pression dans l'oreillette droite au cours du cycle cardiaque. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, à l'œil nu, on distingue généralement deux sommets, les ondes A
et V, et deux descentes, les ondes X et Y. L'onde C existe bel et bien, mais elle est trop petite et rarement visible cliniquement, c'est pourquoi on ne le prend pas en compte dans l'observation courante. Pour voir cette courbe de manière indirecte, on observe alors la veine jugulaire interne, car elle est en continuité directe avec l'oreillette droite via la veine cave supérieure et reflète fidèlement ces variations de pression. Maintenant, concentrons-nous sur l'onde V. Elle correspond à la phase où l'oreillette droite se remplit de sang alors que la tricuspide est fermée pendant la systole ventriculaire droite. En clair, quand le ventricule droit se contracte, il éjecte le sang vers les poumons, la valve tricuspide reste fermée et le sang revenant par les veines caves s'accumule dans l'oreillette droite. Cette accumulation augmente la pression auriculaire, ce qui crée cette fameuse onde V que l'on peut parfois observer ou palper. On retient donc que l'onde V traduit le remplissage passif de l'oreillette droite pendant la systole ventriculaire. Avec ça en tête, revenons à notre test, le nadir de la jugulaire. Dans les atteintes tricuspides sévères, l'onde V est si prononcée qu'elle surestime la pression veineuse jugulaire. Pour éviter cette erreur, on repère alors le point le plus bas de la courbe, le nadir, qui correspond à la pression minimale de l'oreillette droite dans la descente de l'onde X. En suivant ce point au fil du temps, on peut évaluer de manière plus objective et fiable l'évolution d'une surcharge liquidienne. Passons maintenant à un autre test avancé, le signe de Kussmaul. En temps normal, quand on inspire, la pression intrathoracique diminue. Cela facilite le retour de sang vers le cœur, ce qui provoque un léger affaissement de la veine jugulaire interne. Le cœur droit en bonne santé absorbe facilement ce surplus de sang. Mais dans certaines pathologies, comme la péricardite constrictive, l'insuffisance cardiaque droite, l'infarctus du ventricule droit ou encore l'embolie pulmonaire, c'est l'effet inverse qui se produit. Au lieu de s'affaisser, la jugulaire se gonfle encore plus durant l'inspiration. Et c'est précisément ce phénomène qu'on appelle le signe de Kussmaul. Enfin, le dernier test avancé est le reflux hépato-jugulaire. Il consiste à exercer une légère pression abdominale, soit avec la main, soit avec un brassard gonflé à basse pression. La personne doit être en position semi-assise à 45 degrés et doit respirer normalement. On exerce alors cette légère pression abdominale et on le maintient environ 10 secondes, ce qui va faire affluer un volume supplémentaire de sang vers le cœur droit. Chez une personne en bonne santé, cela devrait n'entraîner qu'une faible élévation, voire même aucune élévation de la jugulaire interne. Mais si on observe une augmentation importante de la hauteur jugulaire suivie d'une chute brutale d'au moins 4 cm après relâchement, cela nous indique que le ventricule droit est débordé. Le sang reflue alors vers le foie et ceci est un signe typique de l'insuffisance cardiaque droite. À savoir aussi que même si la valeur de la pression veineuse jugulaire est normale, ce test peut tout de même révéler une surcharge circulatoire débutante. Nous passons maintenant à la deuxième étape de notre examen physique du cœur et des vaisseaux du cou, la palpation. Cette étape est essentielle car elle permet de recueillir des informations précieuses sur la circulation sanguine, le fonctionnement du cœur ainsi que la présence éventuelle d'anomalies. Lors de la palpation, 4 éléments principaux vont être explorés. La température et la moiteur des extrémités, la localisation du choc apexien, l'évaluation de la qualité de ce choc apexien et enfin les artères carotides. Commençons alors avec l'évaluation de la température et de la moiteur des extrémités. Pour s'y faire, il suffit de toucher avec le dos de la main les membres inférieurs. Cette partie de l'examen permet d'évaluer 2 grands paramètres cliniques. Le débit cardiaque, c'est-à-dire la capacité du cœur à propulser efficacement le sang dans l'organisme,
et la congestion circulatoire, qui correspond à l'accumulation de sang dans la circulation veineuse. Ici, il existe 4 situations cliniques possibles. Dans la première situation, nous pouvons objectiver des extrémités chaudes et sèches. Ceci est une situation normale. Le débit cardiaque est correct et il n'y a ni vasoconstriction ni congestion. Comme deuxième situation, on pourrait observer des extrémités froides et sèches. Le froid ici pourrait nous indiquer une diminution du débit cardiaque. Pourquoi? Parce que dans ce cas, il est possible que l'organisme est en train de privilégier la circulation sanguine vers les organes vitaux plutôt que vers les membres périphériques. Normalement, la chaleur que l'on perçoit provient directement de la circulation sanguine. Donc, si cette circulation diminue en périphérie, la sensation de chaleur diminuera elle aussi. La sécheresse, quant à elle, traduit l'absence de stase veineuse. En résumé, le cœur pompe moins efficacement, mais la circulation n'est pas encore surchargée. Comme troisième situation, on pourrait sentir des extrémités chaudes et humides. Ici, le débit cardiaque est conservé et donc le sang circule efficacement jusqu'aux membres inférieurs, ce qui explique la chaleur. L'humidité, quant à elle, est liée à une sudation qui pourrait être provoquée par l'activation du système nerveux sympathique. Bien entendu, s'il fait 50 degrés dans la chambre du patient, cette humidité pourrait tout simplement être expliquée par la température ambiante. Mais si ce n'est pas le cas, cette humidité serait révélatrice d'une situation où le corps est en état de compensation ou sous stress circulatoire, mobilisant ainsi des ressources pour protéger les organes vitaux tels que le système sympatho-adrénergique. Finalement, comme quatrième situation clinique, on pourrait remarquer des extrémités froides et humides. Là, c'est une alerte clinique. En effet, cela reflète non seulement une diminution du débit cardiaque, mais aussi une congestion circulatoire importante. Ce tableau nous annonce un collapsus circulatoire imminent, voire même un état de choc. À ce stade, l'infirmière doit être particulièrement vigilante car ce signe clinique est une véritable alerte qui nécessite impérativement une intervention complète et rigoureuse. Passons désormais au deuxième élément que nous évaluons lors de la palpation, celui de la localisation du choc apexien, aussi appelé choc de la pointe, qui correspond à la pulsation générée par la contraction du ventricule gauche contre la paroi thoracique. Celui-ci est un élément fondamental de notre examen clinique. Pour s'y faire, le patient est d'abord installé en position semi-assise à 45 degrés. Ensuite, nous posons notre main à plat sur la région précordiale. En palpant avec la paume de votre main, on repère la zone avec la plus forte pulsation. Normalement, le choc apexien devrait se situer entre 7 et 9 cm de la ligne médiosternale au niveau du 4e ou 5e espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire gauche. Si le choc ne se situe pas dans cette zone, cela peut traduire une anomalie cardiaque comme une hypertrophie ventriculaire, une dilatation ou un épanchement péricardique. Au-delà de la localisation, le troisième élément que l'on peut évaluer est celui de la qualité du choc apexien. Les caractéristiques types d'un choc apexien sont les suivantes. Il doit être léger et bref, il doit mesurer un diamètre de 2,5 à 3 cm et il doit être limité à un seul espace intercostal. Il existe des variations possibles. La première variation est celle où l'amplitude du pouls apexien est augmentée. Celle-ci peut être observée dans plusieurs contextes différents tels qu'un effort physique, une hypervolémie, de la fièvre, un stress psychologique ou encore pendant la grossesse. Dans ces cas, le cœur répond à une stimulation sympatho-adrénergique en augmentant sa force de contraction. La deuxième variation possible de l'amplitude du pouls apexien est une diminution. Celle-ci peut être objectivée dans les contextes d'hypovolémie, de déshydratation, d'infarctus aigu du myocarde ou d'épanchement péricardique abondant. Le choc devient alors difficile, voire impossible à percevoir. Il existe aussi des situations pathologiques particulières,
Par exemple, si la personne souffre d'une hypertrophie cardiaque, le choc apexien pourrait être déplacé vers la gauche ou vers le haut. De plus, il peut occuper plus d'un espace intercostal et son amplitude est alors hyperkinétique, ce qui signifie plus forte, plus soutenue et d'un diamètre plus grand que 3 cm. Un autre exemple serait avec une personne atteinte d'une dilatation cardiaque. Ici, le choc apexien serait diffus, déplacé vers le bas ou vers la région épigastrique et souvent plus difficile à percevoir. Il serait alors cette fois hypokinétique, c'est-à-dire faible et étalé. Dans certaines conditions, comme l'obésité ou une cage thoracique en tonneau, la position latérale gauche peut faciliter la perception du choc apexien. Mais attention, cette position déplace artificiellement le choc et il est donc nécessaire de toujours mesurer la localisation du choc apexien lorsque la personne est en position dorsale afin d'éviter de surestimer un déplacement pathologique du cœur. Le dernier élément à évaluer de la palpation est le suivant, les artères carotides. Ces artères sont essentielles car elles irriguent directement notre cerveau. Mais attention, avant de les palper, leur auscultation préalable s'impose. Pourquoi? Eh bien parce que, en cas de sténose ou d'occlusion partielle due à une plaque d'athérome, liée donc à de l'athérosclérose, une palpation trop brutale pourrait potentiellement détacher un fragment d'athérome et provoquer une embolie cérébrale. Donc, prenons notre stéthoscope et installons d'abord le patient en position dorsale avec sa tête légèrement surélevée. On lui demande ensuite de tourner sa tête du côté opposé et de retenir sa respiration quelques secondes. À l'aide du stéthoscope, on ausculte chaque carotide à différents niveaux. Normalement, aucun souffle ne devrait être audible, sauf parfois une irradiation des bruits cardiaques. Si vous avez le moindre doute, il est recommandé bien sûr d'éviter de procéder à la palpation carotidienne et d'errer sur le côté de la sécurité du patient. Cependant, si vous n'objectivez aucun souffle et vous êtes sûr de vous, vous pouvez poursuivre votre examen clinique avec la palpation des artères carotidiennes. Pour s'y faire, les carotides doivent être palpées séparément, jamais les deux en même temps, car une palpation simultanée risque de diminuer le flux sanguin cérébral et provoquer des symptômes désagréables. Donc allez-y une après l'autre. On se positionne d'abord sur le côté droit du patient. Avec l'index et le majeur, on palpe le tiers inférieur du cou où se situe le muscle sternocleidomastoïdien et on évalue la fréquence, le rythme et l'amplitude de ce pouls. Une amplitude 2+ est considérée comme normale et les deux côtés doivent être symétriques. Vous vous êtes peut-être posé la question suivante. Mais qu'en est-il de la percussion lors de l'évaluation cardiovasculaire? Eh bien, la percussion, on ne l'utilise pratiquement plus car elle manque de précision. Et parce qu'on a aujourd'hui des moyens beaucoup plus fiables comme l'échographie ou la radiographie pour visualiser la taille et les contours du cœur. C'est pour cette raison que la percussion n'est plus une méthodologie reconnue lors d'une évaluation cardiovasculaire. Donc nous avons déjà vu comment réaliser l'inspection et la palpation du cœur et des vaisseaux du cou. Il nous reste à aborder la dernière étape de l'examen physique, l'auscultation. L'auscultation est fondamentale car elle permet d'évaluer les bruits cardiaques normaux mais aussi de détecter des bruits anormaux comme les bruits de galop, les souffles ou encore le frottement péricardique. Nous allons explorer les bruits cardiaques normaux B1 et B2 et parfois même B3, les souffles les plus fréquents, mitral, aortique, tricuspidien, pulmonaire, ainsi que la communication interventriculaire. Nous allons aussi explorer le frottement péricardique et enfin, en pratique avancée, nous verrons aussi le dédoublement physiologique du B2, le B4, la simultanéité de B3 et B4 et l'intensité des souffles. Commençons tout d'abord par savoir reconnaître les bruits cardiaques normaux chez une personne en pleine santé.
Dans un cœur sain, chaque cycle cardiaque produit deux sons principaux, B1 et B2. Ces bruits sont provoqués par la fermeture des valves. Donc B1 se produit au début de la systole, donc il correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, soit la mitrale et la tricuspide, et on le représente souvent par l'onomatopée POUM. B2 se produit à la fin de la systole. Il correspond à la fermeture des valves sigmoïdes, c'est-à-dire la valve aortique et pulmonaire. On le représente par le son TA. Autrement dit, un cœur sain produit le son suivant. Pumta, 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 pumta. Donc, à retenir, le son POUM représente donc le premier bruit cardiaque normal que l'on appelle B1, qui est produit par la fermeture des valves auriculo-ventriculaires au début de la systole, tandis que le deuxième son TA est le deuxième bruit cardiaque normal appelé B2, produit par la fermeture des valves sigmoïdes à la fin de la systole. Et un autre élément important à se rappeler est que ces deux bruits cardiaques ont lieu entre le début et la fin de la systole. Un autre élément que nous pouvons évaluer lors de l'auscultation est la variation d'intensité des bruits. En effet, ces bruits cardiaques peuvent varier selon différents contextes. Voici un tableau récapitulatif pour vous aider à vous familiariser avec les différentes variations possibles. Concrètement, il existe 4 possibilités de bruits différents. Soit le bruit est normal, soit il est augmenté, soit il est diminué, ou, et là ça peut être beaucoup plus inquiétant, il n'est pas du tout perceptible. Regardons tout cela de plus près. Et pour s'y faire, il est aussi important de distinguer à quel endroit la variation anormale du bruit se trouve. Donc, par exemple, il est possible d'avoir un bruit cardiaque B1 augmenté accompagné d'un bruit cardiaque B2 normal, ou inversement, avoir un B1 normal accompagné d'un B2 augmenté. Donc, en sachant précisément où se trouve la distinction sonore, il est possible de situer encore plus efficacement l'origine du problème. Focalisons-nous d'abord sur le bruit cardiaque B1. S'il est augmenté, cela pourrait nous indiquer une activation du système sympatho-adrénergique, qui, elle, pourrait être liée au stress, à une hyperthyroïdie, une hypervolémie, etc. Ou ça pourrait aussi être dû à une fibrose ou calcification de la valve mitrale. En revanche, si ce bruit est diminué, cela pourrait être dû à une diminution de la contractilité du cœur, une hypovolémie ou un éloignement du cœur de la paroi thoracique, comme chez les personnes atteintes d'obésité, de BPCO ou d'un épanchement péricardique. Pour ce qui concerne le bruit cardiaque B2, la variation de son bruit dépend principalement sur la pression artérielle systolique. Si la pression artérielle monte, ce bruit augmente elle aussi, tandis que si la pression systolique diminue, le B2 sera aussi amoindri. Maintenant, nous passons à l'auscultation réservée pour la pratique avancée. Le premier examen s'appelle le dédoublement physiologique du B2. Avant de vous le décrire, sachez que ce bruit cardiaque supplémentaire n'est pas perceptible chez tout le monde et cela peut tout à fait être normal. Ce dédoublement physiologique apparaît surtout chez les sujets jeunes et les personnes en bonne santé avec un cœur normal. Donc, lors d'une inspiration profonde, la pression intrathoracique devient plus négative, ce qui va entraîner les effets suivants. Une augmentation du retour veineux vers le ventricule droit, un rallongement de la systole droite, ainsi qu'une fermeture légèrement plus tardive de la valve pulmonaire par rapport à la valve aortique. Et c'est exactement à ce moment-là que ce phénomène physiologique se produit. Donc, à cause de ce léger retard à la fermeture des valves sigmoïdes, ceci provoque la création d'un dédoublement du bruit cardiaque B2. Et ce qui est intéressant, c'est que durant l'expiration, là, les deux valves vont se fermer de nouveau simultanément et le dédoublement va disparaître. Mais attention, un dédoublement du B2 constant, donc présent durant l'inspiration mais aussi durant l'expiration, est considéré comme pathologique. En effet, cela pourrait révéler un bloc de branche, une régurgitation mitrale,
ou une sténose aortique. Maintenant que nous avons décrit les bruits cardiaques chez un cœur sain, nous allons voir comment et où les écouter. Pour cela, on utilise ce que l'on appelle les sites auscultatoires. Ces sites ont été définis afin d'uniformiser la procédure de l'examen et de s'assurer que chaque professionnel ausculte les mêmes zones, dans le même ordre et pour les mêmes raisons. Traditionnellement, on parlait de foyers d'auscultation. Ces foyers correspondent aux endroits où les sons produits par la fermeture ou l'ouverture d'une valve cardiaque se répercutent le mieux grâce à leur irradiation dans une cavité voisine. Par exemple, le son produit par la fermeture de la valve mitrale ne s'entend pas forcément juste au niveau anatomique de cette valve, mais à un point précis où ce son se propage de façon optimale. Aujourd'hui, on parle aussi d'aires d'auscultation. La différence, c'est que les aires ne se limitent pas à un point précis. Elles couvrent une zone plus large autour du cœur, car les bruits normaux, comme les bruits pathologiques, se propagent dans toute la région précordiale. Voyons maintenant la localisation exacte des foyers d'auscultation un par un. Tout d'abord, nous avons le foyer aortique, qui se situe dans le prolongement de l'aorte au niveau du deuxième espace intercostal droit, le long du bord sternal. Ensuite, nous avons le foyer pulmonaire, qui se trouve dans le prolongement du tronc pulmonaire, au deuxième espace intercostal gauche, le long de la ligne parasternale. Comme troisième foyer, nous avons le foyer mitral qui correspond au prolongement du ventricule gauche qui se situe au cinquième espace intercostal gauche sur la ligne médio-claviculaire. C'est ce qu'on appelle aussi l'apex. Le quatrième foyer est le foyer tricuspidien qui correspond au prolongement du ventricule droit se situant lui aussi au cinquième espace intercostal gauche, mais cette fois-ci le long de la ligne parasternale. Enfin, nous avons le point d'herbe qui se trouve au troisième espace intercostal gauche, le long de la ligne parasternale. C'est un point particulièrement intéressant car il permet d'entendre des souffles provenant de plusieurs foyers, qu'ils soient mitraux, tricuspidiens, aortiques ou pulmonaires. C'est aussi ici que l'on peut entendre un souffle anorganique chez l'enfant ou un souffle lié à une communication interventriculaire. En pratique, ces foyers d'auscultation permettent aussi de différencier les deux bruits cardiaques principaux, le B1 et le B2. Au foyer mitral, le B1 est généralement plus sourd, plus fort et plus intense que le B2, car l'irradiation du bruit de fermeture des valves mitrales et tricuspides est accentuée dans les ventricules, en particulier le ventricule gauche. A l'inverse, au foyer aortique, c'est le B2 qui est plus fort et plus intense que le B1. Et cela s'explique par le fait que l'irradiation du bruit de fermeture des valves pulmonaires et aortiques est accentuée dans la lumière des gros vaisseaux, en particulier l'aorte. Ces nuances d'intensité sont précieuses. Elles permettent de repérer dans quelle phase du cycle cardiaque nous nous trouvons et d'identifier plus facilement un bruit anormal. Si on élargit un peu, on peut également décrire les aires d'auscultation. Premièrement, nous avons l'aire aortique qui couvre la région parasternale droite entre le premier et le troisième espace intercostal. En deuxième ligne, nous avons l'aire pulmonaire qui longe la région parasternale gauche au niveau des deuxième et troisième espaces intercostaux. Ensuite, nous avons l'aire mitrale, aussi appelée l'aire du ventricule gauche, qui correspond à la région apexienne. Elle se situe entre la ligne parasternale gauche et la ligne médio-claviculaire gauche et s'étend du troisième au cinquième espace intercostal. Finalement, nous avons l'aire tricuspide ou l'aire du ventricule droit qui se situe dans les régions parasternales droite et gauche au niveau des quatrième et cinquième espaces intercostaux. En résumé, retenir ces points anatomiques et ces aires est indispensable pour réaliser une auscultation efficace. C'est grâce à cette cartographie
que l'on peut localiser une anomalie et en déterminer la nature et comprendre sa propagation dans le thorax. Pour que l'auscultation cardiaque soit efficace, il est important de suivre une procédure méthodique. Cette procédure se repose sur 3 éléments principaux: l'utilisation du stéthoscope, l'ordre séquentiel de l'auscultation et l'installation du patient. Le stéthoscope possède 2 côtés qui n'ont pas la même fonction. Nous avons tout d'abord le diaphragme, qui permet d'écouter les sons de fréquence élevée comme les bruits cardiaques normaux B1 et B2 ou encore les souffles liés à une insuffisance ou à une régurgitation valvulaire. Nous avons aussi la cupule, aussi appelée cloche, qui est utilisée pour les sons de basse fréquence comme les bruits de galop B3 et B4 ou les souffles provoqués par une sténose valvulaire. En pratique, pour ne rien manquer, il est recommandé d'utiliser successivement le diaphragme puis la cupule sur chacune des aires d'auscultation. Cela permet de détecter aussi bien les sons aigus que les sons graves et donc d'identifier un maximum de signes cliniques. L'auscultation doit toujours suivre un ordre précis afin de ne rien oublier. À chaque aire, on commence par évaluer l'intensité des bruits cardiaques B1 et B2, puis on recherche la présence de bruits supplémentaires, qu'ils soient systoliques ou diastoliques. On décrit leur intensité, leur tonalité, leur durée et leur irradiation. Donc par exemple, vous pourrez annoter dans le dossier médical ces éléments de la manière suivante. Aire aortique, le B1 est présent, de faible intensité. Le bruit cardiaque B2 est présent, légèrement diminué et non dédoublé. Pas de présence de B3 ni de B4. Aucun souffle, pas de frottement ou pas d'autre bruit anormal détecté. Le respect de cet ordre permet de comparer les aires entre elles et d'obtenir un tableau cohérent de ce que l'on entend. C'est également un moyen de mieux localiser l'origine d'un bruit anormal et d'éviter les erreurs d'interprétation. Ensuite, la position du patient joue un rôle essentiel dans la qualité des sons entendus. En effet, certaines positions permettent de mieux faire ressortir certains bruits pathologiques, comme un souffle ou un bruit de galop. Ne pas utiliser ces positions pourrait conduire à passer à côté d'une anomalie importante. Voici les positions principales à connaître. Tout d'abord, nous avons la position décubitus dorsale ou semi-assise à 45 degrés. Celle-ci est la position de base. Ici, on utilise le diaphragme, puis la cupule, et on écoute le bruit cardiaque B1, B2 et tous les bruits anormaux dans chaque aire d'auscultation. Deuxièmement, nous avons la position latérale gauche. Ici, cette fois à l'aide uniquement de la cupule de notre stéthoscope, cette position accentue la perception des sons graves, notamment le B3 et le B4, ainsi que les souffles d'origine mitrale. Troisièmement, nous avons la position assise. Dans ce contexte, on utilise à nouveau le diaphragme puis la cupule et on réalise une auscultation complète comme en décubitus. Cette position peut aussi aider à mieux percevoir certains souffles. Finalement, nous avons la position assise penchée vers l'avant. Là, on utilise uniquement le diaphragme et cette position est idéale pour accentuer les souffles aortiques, en particulier lorsqu'ils sont discrets. En résumé, la procédure d'auscultation n'est pas simplement une question d'écouter le cœur à 4 ou 5 endroits. Elle demande une méthode rigoureuse, utiliser le stéthoscope de façon adaptée, suivre un ordre précis et positionner le patient de manière à maximiser la détection des bruits cardiaques. C'est en respectant cette routine que l'on peut détecter non seulement les sons normaux, mais aussi les signes subtils d'une pathologie cardiaque. Parlons désormais des bruits cardiaques surajoutés en diastole. En plus des 2 bruits cardiaques normaux, qui sont le bruit cardiaque B1 et B2, il est parfois possible d'entendre d'autres sons, mais cette fois-ci pendant la diastole. Ces bruits supplémentaires, appelés B3 et B4, sont aussi connus sous le nom de bruits de galop, en raison de leur rythme caractéristique qui rappelle celui d'un cheval au trot.
Commençons avec le bruit cardiaque B3 qui se produit au début de la diastole, juste après le B2. Le B3 est sourd, de faible intensité et sa séquence rythmique peut être associée au mot Kentucky. Pour s'en souvenir, il suffit de prononcer lentement Kentucky en plaçant le B3 sur la dernière syllabe. Donc, à l'écoute, ça sonnerait de la manière suivante. Kentucky, 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 Kentucky. Sur le plan physiopathologique, le B3 correspond à une brusque distension du ventricule gauche au moment où il se remplit rapidement de sang. Dans un cœur sain, cette phase est silencieuse. Si un B3 apparaît, c'est généralement le signe que le ventricule est dilaté et que sa fonction systolique s'en retrouve diminuée. Ses principales causes pathologiques sont une insuffisance cardiaque aiguë, un infarctus aigu du myocarde ou encore une surcharge volumique importante, par exemple lors d'une insuffisance mitrale ou tricuspide ou à la suite d'une perfusion trop rapide de liquide ou de produits sanguins. Le B3 peut également s'entendre dans des situations physiologiques, par exemple chez les jeunes enfants, les jeunes adultes ou chez la femme enceinte au 3e trimestre, à condition qu'aucune anomalie structurelle du cœur ne soit présente. Dans ces cas, il est souvent très discret et disparaît en position debout. Pour détecter le bruit cardiaque B3, on place le patient en position latérale gauche, on utilise la cupule du stéthoscope et on écoute attentivement au niveau de l'apex. Le bruit cardiaque B4, quant à lui, se produit à la fin de la diastole, juste avant le B1. Comme le B3, il est sourd et peu intense. On l'associe souvent au mot Tennessee, avec le B4 étant la première syllabe. Donc à l'écoute, ça sonnerait de la manière suivante. Tennessee, 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 Tennessee. Sur le plan physiopathologique, le B4 apparaît lorsque la contraction des oreillettes envoie une dernière quantité de sang dans une ventricule gauche rigide ou hypertrophiée. Cette rigidité empêche le myocarde de s'étirer normalement, ce qui provoque une vibration audible. Ces causes les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle accompagnée d'une hypertrophie ventriculaire gauche, la sténose aortique, certaines cardiomyopathies hypertrophiques ou encore une fibrose myocardique. Il peut aussi être observé chez certains athlètes de haut niveau présentant une hypertrophie physiologique des myofibrilles. Dans tous les cas, le B4 est plutôt un signe d'atteinte chronique que d'urgence aiguë. Le B4 aussi s'entend le mieux au niveau de l'apex avec la cupule en position latérale gauche. Chez certains patients, il est possible d'entendre à la fois un B3 et un B4. Cela crée un rythme à 4 temps, B4, B1, B2, B3. Lorsque la fréquence cardiaque est élevée, ces deux bruits peuvent même se rapprocher et fusionner ensemble. Et là, on parlerait alors de galop de sommation. Ce phénomène est souvent observé lors d'une décompensation cardiaque aiguë chez un patient souffrant déjà d'une pathologie chronique. En résumé, le B3 et le B4 ne doivent jamais être ignorés. Le B3 pathologique traduit presque toujours une situation aiguë, tandis que le B4 est plutôt le signe d'une affection chronique. Les repérer, c'est détecter des anomalies parfois très subtiles, mais qui peuvent orienter rapidement vers le diagnostic et influencer la prise en charge du patient. Maintenant, prenons le temps de discuter d'un autre élément de l'auscultation, les souffles cardiaques. Normalement, la circulation du sang à l'intérieur des cavités cardiaques est silencieuse. Mais lorsqu'il existe un obstacle ou un passage anormal, le flux devient turbulent. Ce bruit de turbulence est ce que l'on appelle un souffle cardiaque. Les souffles peuvent avoir plusieurs origines. Elles peuvent être dues à un rétrécissement d'une valve qu'on appelle sténose. Elles peuvent être dues à une valve qui ne se ferme pas complètement, entraînant un reflux,
qu'on appelle régurgitation ou insuffisance, ou encore elles peuvent être causées par une communication anormale entre deux cavités, comme une communication interventriculaire. Avant d'explorer les différentes souffles qui existent, tout d'abord, comment décrire un souffle? Lorsqu'on ausculte un souffle, il faut toujours le décrire avec précision en indiquant sa localisation, c'est-à-dire l'air ou le foyer où il est le mieux entendu, son irradiation, jusque où le bruit se propage, par exemple vers le cou, l'aisselle ou le précordium, sa chronologie, est-ce qu'il se produit pendant la systole ou pendant la diastole, et finalement son intensité, graduée de 1 à 6. Le numéro 1 signifie que le souffle est très léger et audible seulement dans certaines positions à l'aide du stéthoscope. Le numéro 2 signifie que le souffle est léger et audible dès que le stéthoscope est en place. Le numéro 3 se traduit par un souffle modérément fort, parfois accompagné d'un frémissement palpable. Le numéro 4 représente un souffle fort avec frémissement. Le numéro 5 reflète un souffle très fort et audible même si le stéthoscope n'est pas complètement appliqué. Et finalement, le numéro 6, le plus grave, décrit un souffle extrêmement fort et audible à distance du stéthoscope avec un frémissement marqué. Cette description est essentielle car elle permet de localiser l'anomalie et d'en évaluer la sévérité. Les souffles cardiaques sont séparés en deux catégories, les souffles systoliques ainsi que les souffles diastoliques. Alors commençons par la description des souffles systoliques. Les souffles systoliques apparaissent pendant l'éjection du sang par les ventricules, c'est-à-dire entre le B1 et le B2. Pendant cette phase, les valves aortiques et pulmonaires devraient être ouvertes, tandis que les valves mitrales et tricuspides devraient être fermées. On peut distinguer plusieurs types de souffles systoliques. En premier, nous avons la sténose aortique, qui se détecte au niveau du foyer aortique avec une irradiation possible le long du bord sternal gauche et jusque dans le cou. On peut parfois entendre un clic d'éjection juste après le B1, correspondant à l'ouverture brusque d'une valve rigide. En deuxième, nous avons la sténose pulmonaire, qui peut être perçue au foyer pulmonaire avec une irradiation possible vers la région inférieure de l'épaule gauche. Un clic d'éjection peut également être entendu. En troisième, nous avons la régurgitation mitrale. Celle-ci s'entend à l'apex, avec une irradiation possible vers l'aisselle gauche ou la région inférieure de l'épaule gauche. Lorsqu'elle apparaît brutalement lors d'un infarctus aigu du myocarde, cela peut indiquer une rupture ou une dysfonction des muscles piliers. En quatrième, nous avons la régurgitation tricuspide qui peut être détectée au niveau du foyer tricuspide avec possiblement une irradiation vers la région parasternale droite et jusque vers le foie. Dans ce contexte, à l'examen de la veine jugulaire interne droite, on peut observer une onde importante due au reflux du sang dans l'oreillette droite. Finalement, en cinquième, nous avons la communication interventriculaire qui peut se manifester à l'apex et le long du bord gauche du sternum, avec une irradiation diffuse dans tout le précordium. Elle s'accompagne souvent d'un frémissement palpable et de signes de diminution du débit cardiaque. Passons ensuite aux souffles diastoliques qui apparaissent pendant le remplissage des ventricules, entre le B2 et le B1. Pendant cette phase, les valves aortiques et pulmonaires devraient être fermées, tandis que les valves mitrales et tricuspides devraient être ouvertes. On retrouve notamment, en premier, la régurgitation aortique, qui peut être entendue au foyer aortique et au point d'herbe, avec une irradiation possible vers la région parasternale. Ici, la pression artérielle diastolique pourrait être très basse, voire nulle, car la valve n'est pas capable de se fermer complètement. En deuxième, on retrouve la régurgitation pulmonaire qui peut être détectée au niveau du foyer pulmonaire avec une irradiation vers le bord inférieur gauche du sternum. En troisième, nous avons la sténose mitrale
qui peut être objectivé à l'apex sans irradiation. Dans ce cas, on peut parfois percevoir un claquement d'ouverture juste après le B2 au moment où la valve rigide s'ouvre. De plus, la position latérale gauche accentue ce souffle. Finalement, on retrouve la sténose du tricuspide qui peut être perçue au foyer tricuspide également sans irradiation. Elle aussi peut être accompagnée d'un claquement d'ouverture juste après le B2. Cependant, il existe aussi certains souffles qui peuvent ne pas du tout être liés à une maladie cardiaque. C'est ce qu'on appelle les souffles innocents ou anorganiques et les souffles physiologiques ou les souffles de débit. Tout d'abord, les souffles innocents se rencontrent surtout chez les enfants et les adolescents. Ils sont systoliques, de faible intensité, donc inférieure à 3/6, et ne s'accompagnent d'aucune anomalie à l'examen clinique ou aux examens complémentaires. Et les souffles physiologiques, quant à elles, ont les mêmes caractéristiques mais apparaissent dans des contextes où le débit sanguin augmente temporairement. Donc, par exemple, lors d'une grossesse, d'une anémie, d'une fièvre, d'une hyperthyroïdie, etc. Une fois la cause traitée ou l'état revenu à la normale, le souffle disparaît spontanément. En résumé, l'auscultation d'un souffle ne doit pas se limiter à dire « j'entends un souffle ». Il faut toujours en préciser la localisation, la chronologie, l'intensité et l'irradiation. C'est cette description précise qui permettra d'orienter le diagnostic et de guider la suite des investigations. Passons à l'explication du dernier élément lié à l'auscultation. En plus des bruits cardiaques normaux et des souffles, il existe un autre son particulier que l'on peut percevoir à l'auscultation, le frottement péricardique. Le frottement péricardique se produit lorsque les deux feuillets du péricarde, le feuillet pariétal et le feuillet viscéral, perdent leur souplesse habituelle et se frottent l'un contre l'autre. Cela survient le plus souvent en cas d'inflammation ou d'irritation du péricarde, comme dans une péricardite. À l'oreille, le frottement péricardique se présente comme un bruit bref et rugueux, parfois comparé à un grattement ou à des pas dans la neige fraîche. Ce bruit peut comporter jusqu'à 3 composantes distinctes. Une première composante systolique entre le B1 et le B2, liée au mouvement du cœur pendant l'éjection. Une deuxième composante au début de la diastole, près du B2, provoquée par la distension du péricarde lors du remplissage rapide des ventricules. Et une troisième composante en fin de diastole, proche du B1, due à la contraction des oreillettes. Toutes ces composantes ne sont pas toujours présentes, parfois une seule ou deux d'entre elles sont audibles. Le frottement péricardique s'entend le mieux dans la région parasternale gauche, généralement autour du troisième espace intercostal. Contrairement au souffle, il ne s'irradie pas. Pour l'entendre clairement, on demande au patient de se mettre en position assise, légèrement penché vers l'avant, puis de retenir sa respiration en fin d'expiration. Cela permet de rapprocher le cœur de la paroi thoracique et de réduire les bruits respiratoires. L'intensité du frottement peut augmenter à l'expiration ou lorsque le patient s'incline davantage vers l'avant, d'où la sélection de cette posture pour cet examen. Un frottement péricardique est toujours un signe anormal. Il témoigne d'une atteinte du péricarde, le plus souvent d'origine inflammatoire. Cela peut être lié à une péricardite virale, bactérienne, post-infarctus ou encore à une maladie auto-immune. Il est important de noter que ce bruit peut varier au cours de la journée. Parfois elle est présente, parfois absente, selon la quantité de liquide dans le péricarde et l'évolution du processus inflammatoire. En résumé, le frottement péricardique est un bruit rugueux, localisé, sans irradiation et signe une souffrance du péricarde. Le reconnaître à l'auscultation, c'est permettre une prise en charge rapide car il traduit souvent une pathologie nécessitant une intervention médicale. Et voilà,
Nous avons parcouru l'ensemble des étapes de l'auscultation cardiaque. Nous avons vu comment se repérer grâce au site auscultatoire, comment utiliser le stéthoscope de manière optimale et dans quelle position placer le patient pour maximiser la qualité de l'écoute. Nous avons aussi appris à reconnaître les bruits cardiaques normaux, à identifier les bruits surajoutés comme le B3 et le B4 et à décrire avec précision les souffles systoliques ou diastoliques, qu'ils soient pathologiques ou physiologiques. Enfin, nous avons vu le frottement péricardique, ce son rugueux qui signe une atteinte du péricarde. L'auscultation cardiaque n'est pas qu'un geste technique, c'est un art qui demande de la méthode, de l'expérience et surtout une oreille attentive. Chaque bruit, chaque variation, chaque souffle peut raconter une histoire sur l'état du cœur et orienter le diagnostic bien avant les examens complémentaires. Avec de la pratique et une écoute méthodique, ces sons deviendront familiers et surtout, ils vont vous permettre d'agir plus vite pour la prise en charge de vos patients. Voilà la fin de cette première partie sur l'évaluation clinique du système cardiovasculaire. Un grand bravo à vous si vous avez pu suivre l'entièreté de cette vidéo. Je suis tout à fait conscient qu'elle est bien chargée en contenu, mais mon but était de créer quelque chose de solide qui peut être une réelle ressource pour élever notre pratique infirmière. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette évaluation clinique, celui de la circulation des membres. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, où que vous soyez, et n'oublions pas, restons impliqués pour toujours mieux soigner.